Bonsoir. La plupart des sénateurs affirment qu'il est constitutionnel de poursuivre le procès en destitution de Trump. Après un long débat mardi, les démocrates ont finalement obtenu un consensus majoritaire. 56 sénateurs contre 44 estiment que le procès ne doit pas être rejeté sous prétexte que Trump n'est plus en fonction. Les responsables de la mise en accusation soutiennent que le procès doit être organisé pour empêcher les futurs présidents de penser qu'ils seront exempts de conséquences s'ils commettent un crime juste avant de quitter leur fonction. Ce serait une invitation au président à faire tout ce qu'il veut sur le chemin du départ. Cela créerait la toute nouvelle exception dite du mois de janvier à la Constitution. Il soutient également qu'il est important d'organiser le procès pour disqualifier Trump de ses fonctions, mais il est peu probable que cela réussisse. Pour condamner Trump, les responsables de la mise en accusation doivent convaincre les 2/3 du Sénat, soit 67 sénateurs, de reconnaître que Trump est responsable de la violence au Capitole. Il faudrait que 17 républicains votent pour le condamner. L'avocat de la défense, Bruce Castor, a qualifié l'argument de Raskins de ridicule. Il a déclaré que c'est un affront au peuple américain que des sénateurs s'arrogent le droit de décider qui le peuple américain peut ou ne pas élire. Essayons de comprendre la vraie raison de notre présence ici. Nous sommes ici parce que la majorité de la Chambre des représentants ne veut pas affronter Donald Trump comme un rival politique à l'avenir. C'est la vraie raison pour laquelle nous sommes ici. Jusque-là, la majorité des républicains se sont ralliés à l'équipe de défense de Trump pour dire que ce procès est une farce partisane anticonstitutionnelle. Ceux qui veulent vraiment trouver les vrais responsables de ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier doivent évidemment attendre que l'enquête soit complètement terminée. Mais comme la majorité du Sénat n'est pas en leur faveur, les avocats de la défense de Trump doivent maintenant se préparer à défendre leur argument selon lequel Trump n'a pas incité à la violence. Depuis midi aujourd'hui, les sénateurs ont commencé à entendre les arguments d'ouverture de chaque parti. Chaque parti dispose de 16 heures pour présenter des arguments, mais il n'est pas certain que des témoins soient appelés. Si c'est le cas, cela prolongera la durée du procès. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré que si les démocrates appellent des témoins, les républicains appelleront des démocrates de haut rang pour témoigner, dans l'espoir de démontrer que les démocrates ont fait des déclarations publiques incendiaires qui pourraient également être considérées comme une incitation à la violence. Le Texas est le dernier État en date à prendre des mesures contre la censure des grandes technologies. Plusieurs autres États s'efforcent également de protéger la liberté d'expression en ligne. Le Texas s'oppose à la censure des grandes technologies. Ce problème requiert une solution au niveau fédéral, mais nous ne pouvons pas continuer à attendre. L'État prend donc les choses en main. Le sénateur d'État Bryan Hughes travaille avec le gouverneur Greg Abbott et d'autres législateurs sur un projet de loi qui permettrait aux Texans de lutter contre la censure en ligne. Le projet de loi vise à garantir aux Texans leur droit à la liberté d'expression et à empêcher les géants de la technologie de modérer le contenu des utilisateurs en fonction de leurs opinions politiques ou religieuses. Donc, si vous êtes au Texas et que vous êtes sanctionné pour votre discours, cela vous donne la possibilité d'aller immédiatement au tribunal pour montrer au juge ce qui se passe et obtenir un jugement exécutoire. Et un ordre pour qu'il vous remette en ligne. Les plateformes en ligne sont connues pour étiqueter des contenus jugés préjudiciables que d'autres considèrent comme raisonnables et conformes aux limites de la liberté d'expression. Nous avons donc demandé au sénateur Hughes qui aura le dernier mot. Selon lui, ce sont les tribunaux qui décideront. Il a reconnu que les grandes technologies ont le droit de modérer le contenu qui viole les lois fédérales, mais il a déclaré qu'elles ont dépassé leurs limites. Quand il est question de votre discours politique, de votre discours religieux, de vos opinions, ils n'ont pas le droit de le faire. La bonne nouvelle est donc que les tribunaux sont bien équipés pour faire ces distinctions. Et si vous obtenez du juge une ordonnance de remise en ligne et que Facebook l'ignore, ils peuvent être accusés d'outrage au tribunal, le juge peut faire tout ce qu'il faut pour les obliger à s'exécuter. Le sénateur Hughes dit qu'ils ont déjà un grand soutien pour le projet de loi et qu'il a bon espoir qu'il sera adopté, mais il dit qu'il s'attend à ce que les grandes technologies se battent aussi. Nous savons que nous allons être poursuivis si nous adoptons ce projet de loi. Facebook va nous poursuivre en justice. Facebook et Google et Twitter ont des armées d'avocats et de lobbyistes qui vont se battre sur ce sujet. Mais nous sommes du bon côté et la loi est de notre côté. Nous allons faire adopter cette résolution et protéger la libre expression des Texans.
L'action du Texas fait suite à la proposition de loi de la Floride visant à pénaliser les sociétés de médias sociaux qui excluent les candidats lors d'une élection. Le sénateur Hughes dit qu'il s'attend à ce que davantage d'États prennent des mesures et que leur projet de loi est un modèle que d'autres États peuvent utiliser pour protéger les droits de leurs citoyens. Après que Biden a décrété un gel de 100 jours sur les expulsions à la frontière sud, un juge texan a bloqué le décret pour 2 autres semaines. Le motif, le juge Drew Titton de la Cour de district a décidé que le gouvernement fédéral ne peut pas modifier l'application des lois sur l'immigration sans consulter le Texas. Il a déclaré que l'État subirait un préjudice irréparable si la suspension du décret présidentiel n'était pas prolongée et que les 14 jours supplémentaires donneraient aux parties concernées plus de temps pour préparer un dossier plus complet. La menace d'une infiltration djihadiste aux États-Unis est un sujet controversé. Aujourd'hui, un ancien responsable du renseignement terroriste nous dit que c'est un véritable problème. Il explique que les réseaux de contrebande en provenance du Moyen-Orient font passer des personnes par la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Aucun bâtiment n'a explosé récemment aux États-Unis aux mains de terroristes islamistes, mais des djihadistes endurcis sont arrêtés chaque année à la frontière sud après avoir effectué de longs trajets. C'est ce qu'a déclaré Todd Bensman, ancien responsable des renseignements sur le terrorisme. Il fait allusion aux 11 Iraniens arrêtés à la frontière la semaine dernière. En ce moment, les choses sont sensibles, car les Iraniens ont promis des représailles pour l'assassinat de la force Quds, le général Soleimani, qui est dans les mémoires. La probabilité que ce soit des criminels est probablement assez faible. Mais ce sont des gens qui relèvent de la sécurité intérieure. Les gens qui s'occupent de la présumée guerre doivent au moins écarter cette possibilité. Une trentaine de terroristes ont utilisé ces tactiques de voyage long courrier pour entrer en Europe au cours des 5 dernières années. Ils ont tué plus de 800 personnes innocentes. Jusqu'à présent, l'Amérique a été épargnée, mais Bensman indique que si le public reste dans l'ignorance sur cette question, qui sait combien de temps cette tranquillité durera? Selon Bensman, les passeurs exploiteront les fonctionnaires corrompus des ambassades d'Amérique latine au Moyen-Orient pour passer. Mais il y a beaucoup d'anecdotes qui illustrent tous ces problèmes avec de vrais terroristes et de vrais djihadistes qui ont été appréhendés, des passeurs accusés de soutien matériel au terrorisme. Des gars qui sont arrivés à la frontière et qui ont menti aux agents de l'asile sur leur implication avec Al-Shabaab. Et ça continue comme ça, il y a trop d'histoires comme ça, il ne devrait plus y en avoir. L'ancien directeur de la sécurité intérieure, Dinkins, met en garde contre toute complaisance à l'égard des attaques terroristes. Ce n'est pas parce que cela ne s'est pas produit aujourd'hui, dit-il, que cela ne peut pas se produire demain. Un nouveau projet de loi au Congrès vise à mettre fin au vol de la propriété intellectuelle par le régime communiste chinois. Il interdira l'entrée aux États-Unis de hauts responsables du Parti communiste chinois. La députée républicaine Debbie Lesko a réintroduit lundi un projet de loi sur le vol de la propriété intellectuelle. Il vise à refuser les visas américains aux membres du Parti communiste chinois, aux fonctionnaires du régime, aux membres actifs de l'Armée populaire de libération et leurs familles. La députée Lesko estime que le projet de loi est nécessaire parce que les États-Unis ne peuvent pas continuer à tolérer les tentatives de la Chine de voler la propriété intellectuelle des États-Unis. Elle estime aussi qu'il faut combattre la menace mondiale que représente la Chine communiste. Si le projet de loi est adopté, l'interdiction de visa pour les membres du PCC et de l'APL sera en vigueur jusqu'à ce que le directeur du renseignement national certifie que le PCC a cessé de parrainer, de financer et de travailler activement pour enfreindre la propriété intellectuelle américaine. La députée Lesko a présenté le projet de loi pour la première fois en novembre dernier. Cette fois, 7 autres membres républicains du Congrès ont co-sponsorisé le nouveau projet de loi. Février est le Black History Month ou le mois de l'histoire des Afro-Américains, un mois pour rendre hommage à l'histoire et célébrer les accomplissements de grandes figures afro-américaines. Le thème officiel de ce mois cette année est la famille noire, sa représentation, son identité et sa diversité. Et le militant des droits civils Robert Woodson nous rappelle que l'histoire des Noirs américains se définit par la persévérance plutôt que par l'oppression. L'esclavage était la malformation de naissance des Amériques. Mais l'Amérique est définie par la rédemption et les secondes chances. La vraie histoire, l'histoire des Noirs en Amérique n'est jamais définie par l'esclavage, mais par la résilience.
Selon Woodson, les exemples de Noirs américains qui ont surmonté l'oppression pour apprendre à lire, créer des universités noires et même construire leur propre chemin de fer et hôtels montrent toute la force et le courage de la communauté. Il relève en particulier 3 valeurs au cœur de cette histoire. Après tout, ce sont les valeurs de la famille, de la foi et de l'autodétermination qui ont permis aux Noirs de survivre à l'esclavage et aussi de survivre aux lois ségrégationnistes de Jim Crow. Woodson pense que le mouvement des droits civiques, le mouvement pour le désarmement de la police et la théorie critique de la race ont été militarisés par des gens qui tentent de discréditer les valeurs fondatrices de cette nation, et il affirme que les récits qui émanent de ces mouvements sont préjudiciables à la communauté noire. Woodson souligne l'importance de lutter contre ces discours. L'un de ses programmes s'appelle « Les Voix des Mères Noires Unies ». Il offre une plateforme pour s'exprimer. Pour quiconque suggère, comme l'ont fait certains experts libéraux, que le sort des Noirs américains à faible revenu est en quelque sorte conditionné par ce que font les Blancs américains, il s'agit d'un message très décourageant, voire même néfaste. Il estime qu'il faut promouvoir les idées d'autonomie et de responsabilité, tandis que la ségrégation et la séparation des peuples fondés sur la race doivent être rejetées. Selon Woodson, à l'occasion du Black History Month, les Américains devraient se concentrer sur les leçons à retenir, défendre les valeurs américaines et les faire progresser. Le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, réagit contre la politique de la Maison-Blanche en matière d'énergie. Il affirme que le nouveau décret de Biden est une attaque directe contre son État. Dans une interview avec Fox News, le gouverneur Gordon affirme que la perte de revenus qui en résulte est dévastatrice pour les écoles, les communautés et les petites entreprises du Wyoming qui dépendent du secteur de l'énergie. Le mois dernier, le président Joe Biden a demandé au ministère de l'Intérieur de cesser de conclure de nouveaux contrats de pétrole et de gaz. L'administration va également revoir les pratiques en vigueur en matière de contrats d'exploitation des combustibles fossiles. Gordon a réagi en publiant son propre décret quelques jours plus tard. Il ordonne aux agences de l'État du Wyoming d'examiner les impacts de l'interdiction. Il leur demande également d'examiner comment le projet affecte l'emploi dans le secteur du pétrole et du gaz dans son État. Gordon a déclaré que son bureau, si nécessaire, intentera un procès contre le décret et demandera à la Cour de lever le moratoire immédiatement. Le président de l'Association pétrolière du Wyoming a déclaré à la Commission législative de l'État que la mesure adoptée est, selon les termes de la déclaration, pas forcément une crise immédiate. Les petites et moyennes entreprises, qui représentent 80% des opérateurs de l'État, ne vont pas en ressentir les effets tout de suite. Le nouvel envoyé des États-Unis pour le changement climatique crée la polémique pour avoir voyagé en jet privé malgré ses appels à la suppression des émissions de carbone. En plus de réintégrer l'accord de Paris et d'annuler le pipeline Keystone, le président Biden a aussi choisi John Kerry comme nouvel émissaire américain pour le climat. Kerry est donc chargé d'exhorter les nations étrangères à réduire leur empreinte carbone, mais il semble que l'ancien secrétaire d'État américain ne pratique pas toujours ce qu'il prêche. En 2019, il s'est en effet rendu en Islande en jet privé pour recevoir un prix sur l'environnement. Dans son discours d'ouverture, il avait fait référence à d'autres voyages en avion. Je pense que vous pouvez entendre à ma voix que je souffre légèrement d'un rhume et de trop de voyages en avion. Selon Fox News, un vol aller-retour en avion privé de Washington DC à l'Islande émet près de 90 tonnes de carbone. Plusieurs républicains ont incendié Kerry sur les médias sociaux. Le sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, l'a qualifié d'escroc, alors que le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, a déclaré, je cite, « Faire le tour du monde en jet privé tout en essayant de mettre au chômage les travailleurs qui fournissent le carburant n'est sûrement pas une stratégie gagnante en tant que tsar du climat. » À l'époque, Kerry avait défendu son choix de voyage. Compenser son carbone, c'est le seul choix pour quelqu'un comme moi qui voyage à travers le monde pour gagner cette bataille. Ça prend beaucoup de temps. Je ne peux pas traverser l'océan en bateau. Je suis obligé de prendre l'avion pour rencontrer les gens et conclure des actions. Je ne vais pas rester sur le banc de touche. Selon certains experts du changement climatique, les actions de Kerry démontrent à quel point il est difficile de réduire les émissions de carbone. Un projet de loi permettant de décider du caractère constitutionnel des décrets de Biden a été présenté dans le Dakota du Sud. Cela signifie que le procureur général de l'État aurait le pouvoir de les rejeter. La résolution a été co-signée par un groupe de 15 législateurs républicains. Ce groupe comprend 2 sénateurs d'État. La dernière version du projet de loi permet au Dakota du Sud de se soustraire à tout décret qui restreint les droits d'une personne ou qui est jugé inconstitutionnel. Ce projet de loi intervient après la décision de mettre fin à la construction du pipeline Keystone XL, un projet de 8 milliards de dollars. Il aurait traversé le Dakota du Sud. La gouverneure du Dakota du Sud s'est dite déçue par cette annulation.
Elle a souligné que le projet créait des emplois, fournissait une énergie abordable et était plus sûr pour l'environnement que le transport du pétrole par camion et train. Facebook pourra supprimer votre contenu sur les vaccins si ses vérificateurs le jugent erroné. Cela se produit alors que la Floride et le Texas préparent une législation visant à pénaliser la censure des technologies de pointe. De nouvelles mesures pour contrôler ce que les utilisateurs publient sur les vaccins contre le virus du PCC. Facebook affirme vouloir soutenir les responsables de la santé publique dans leurs efforts pour faire vacciner la population. Comme nous l'ont dit les responsables de la santé publique et les autorités sanitaires, l'une des clés du succès de la vaccination mondiale contre le Covid-19 est d'aider à renforcer la confiance dans les vaccins. Facebook affirme que depuis décembre, ils ont supprimé les fausses allégations sur les vaccins Covid-19 qui ont été démenties par les experts de la santé publique. L'Organisation mondiale de la santé sert de référence à Facebook pour valider les allégations faites au sujet du virus. Nous travaillons en étroite collaboration avec des organisations comme l'OMS pour dresser une liste des fausses allégations fréquemment citées concernant le Covid-19, les vaccins contre le Covid-19 et les vaccins en général. Et l'info du jour, c'est que nous allons supprimer un nombre croissant de ces allégations au cours de cette pandémie mondiale. Mais il n'est pas toujours facile de décider ce qui est vraiment exact. La Chine a tardé à informer la communauté internationale lorsque le virus est apparu. Elle a alors déclaré qu'il n'y avait pas de transmission interhumaine. L'Organisation mondiale de la santé a ensuite répété cette fausse information chinoise. En réaction, l'ancien président Trump a coupé le financement américain pour l'OMS. La Floride et le Texas travaillent sur une législation visant à contrôler et à censurer l'information dans le domaine des grandes technologies. En annonçant la législation de la Floride, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que les consommateurs devraient pouvoir choisir eux-mêmes leurs informations plutôt que ce soit des écrans de censure sans visage et sans nom. Facebook a déclaré qu'il allait appliquer cette nouvelle mesure sans attendre. Alors que les États assouplissent les restrictions relatives au virus du PCC, un journaliste politique se penche sur les effets du confinement sur les Américains. Il se demande également si le confinement était la bonne solution dès le départ. Pour prévenir la propagation du virus du PCC, des mesures de confinement ont été mises en place à l'échelle nationale et mondiale. Les entreprises ont cessé leurs activités et les familles ont dû rester chez elles pour maintenir une distance sociale. Selon les experts de la santé, ces mesures réduisent le risque d'infection et allègent la charge du système de santé. Mais l'ancien candidat au poste de gouverneur de New York estime que les confinements ont fait plus de mal que de bien. La plupart des personnes qui sont touchées sont des femmes. Pendant la crise de 2009, la plupart des personnes touchées étaient des hommes. Maintenant, la plupart sont des femmes. Qu'est-ce que ça signifie? Tous les efforts que les femmes ont déployés dans notre pays depuis des décennies sont réduits à néant. Nous avons des enfants qui sont assis à la maison. Nous avons maintenant une augmentation des idées de suicide chez les enfants de 11, 12 et 13 ans. Que sommes-nous en train de leur faire? Nous avons déjà passé plus d'un an avec eux, sans aucune interaction sociale. À Clark County, dans le Nevada, les écoles ont été contraintes de reprendre les cours en personne en raison de l'augmentation du nombre de suicides chez les élèves. Les hôpitaux de tout le pays ont également signalé une forte augmentation des admissions liées à l'alcool pour des maladies graves, comme l'insuffisance hépatique. Un hépatologue de l'Université du Michigan affirme que ces cas sont dus à des difficultés financières causées par le confinement. Larry Sharpe affirme que s'il avait été gouverneur, il aurait agi différemment. Réunir toutes les informations au sein d'un groupe central. Ensuite, encourager les gens à faire ce qu'il faut en matière de transparence afin que nous apprenions tous. Ensuite, encourager le changement au fil du temps afin d'avoir les protocoles adéquats pour survivre à ce virus et au prochain. Plusieurs États ont assoupli leurs restrictions relatives au virus, tandis que d'autres États les ont renforcées, voire même durcies. Au plus fort des restrictions, plus de 310 millions d'Américains étaient soumis à des directives allant de se protéger sur site à rester chez soi. Un tribunal de Hong Kong a refusé la libération sous caution du militant pro-démocratie Jimmy Lai. Il fait face à des accusations en vertu de la loi de sécurité nationale de Pékin qui s'applique à la ville. Le magnat des médias de Hong Kong, Jimmy Lai, s'est vu refuser la liberté sous caution par le plus haut tribunal de la ville mardi. Il est un imminent critique de Pékin et c'est la personne la plus influente à être inculpée en vertu de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Lai a été détenu début décembre, puis libéré sous caution pendant environ une semaine avant d'être ramené en détention pour une nouvelle audience à la fin de l'année dernière. La Cour a rappelé un article de la loi sur la sécurité nationale qui stipule que la libération sous caution
caution ne sera pas accordée à moins que le juge ait des raisons suffisantes de croire qu'ils ne continueront pas à commettre des actes mettant en danger la sécurité nationale. L'été dernier, Pékin a imposé une loi de sécurité nationale de grande envergure pour punir tout ce que la Chine considère comme subversif jusqu'à la prison à vie. Lorsque Lai a été arrêté en vertu de la loi l'année dernière, près de 200 policiers ont fait une descente dans la salle de rédaction de son journal Apple Daily. Les procureurs affirment que Lai a illégalement demandé une intervention étrangère dans les déclarations qu'il a faites l'été dernier, affirmant que c'était un visiteur fréquent de Washington qui a rencontré des gens comme l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour rallier le soutien à la démocratie de Hong Kong. 20 universités britanniques auraient aidé à leur insu les militaires du régime communiste chinois. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude publiée par le journal britannique The Times. Cela a pu se faire, par exemple, en partageant la recherche dans des domaines sensibles tels que la technologie hypersonique. Les recherches proviennent d'un groupe de réflexion basé à Londres, Civitas. L'étude indique que 20 universités britanniques ont des relations avec 29 universités chinoises et avec 9 entreprises chinoises ayant des liens avec l'armée. Ce rapport intervient au moment où l'administration fiscale et douanière britannique enquête sur près de 200 universitaires britanniques soupçonnés d'avoir enfreint les règles de contrôle des exportations. Il s'agit d'informations très sensibles potentiellement partagées avec l'armée chinoise et qui pourraient être utilisées pour développer des armes de destruction massive. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange Canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. Célébrez le Nouvel An chinois avec le grand spectacle Shen Yun en exclusivité sur NTD TV. Le 11 février à 20h et 23h et le 12 février à 9h et 13h. Rendez-vous sur le canal NTD TV de votre opérateur.